falsche Richtung geht. Das heißt also, und genau das ist ja, kommt ja zum Beispiel in der gewissen Stelle im Bonner Grundgesetz, wo von Recht und Gesetz gesprochen wird. Ja? Und der Hinweis sozusagen auf etwas Überpositives, das geht alles in Richtung Über-Ich und meines Erachtens, und da haben Sie vollkommen recht, in kreativer und positiver Weise. Das Ganze ist ein Erfolg. Das mag schon sein, dass das am Anfang nicht so gesehen wird, aber das Ganze ist ein Erfolg. Welche Rolle dabei in dem Gesamterfolg der Verfassung das Bundesverfassungsgericht spielt, ist sozusagen eine andere Frage. Aber das wäre sozusagen meine Reaktion in Bezug auf Kontinuität statt Tabula Rasa. Ja, also ich denke, Tabula Rasa meinte ich in erster Linie von den Institutionen her gesehen. Von den Institutionen her, wenn Sie denken an so etwas wie Ministerien, wenn Sie denken an die Verwaltung, dann haben Sie eine Situation, wo es praktisch kaum Kontinuität in Institutionen gab. Ich denke, das ist wichtig für solche Institutionen, die sich neu sozusagen etablieren müssen. Wer auf etablierte Institutionen trifft, hat es schwer. Das sieht man ja etwa am französischen Conseil constitutionnel. Institutionen sind schon da. Man muss sozusagen sehr viel mehr kämpfen, um sich sozusagen durchzusetzen. Das, denke ich, meinte ich mit der Tabula Rasa. Also das institutionelle System der Bundesrepublik war so unbestimmt, dass das Bundesverfassungsgericht sich mehr herausnehmen konnte, als wenn diese Institutionen eine stärkere Tradition gehabt hätten. Das war meine Idee. Das Gegenstück würde ich natürlich überhaupt nicht bestreiten. Also dass es sozusagen längerfristige deutsche Traditionen gibt, längerfristig, insbesondere jetzt Richtung 19. Jahrhundert, wenn nicht schon vorher, die beim Bundesverfassungsgericht sozusagen produktiv weiterentwickelt worden sind. Das in der Tat würde ich teilen. Ich bin nicht sicher, ob meine Assoziation jetzt in erster Linie die Staatsoberhäupter, Kaiser, Reichspräsident wären. Es ist sicher ein Element sozusagen dieser Überparteilichkeitsidee, die ja natürlich eine alte deutsche Idee ist, vielleicht transferiert worden. Ich denke aber, dass das zum Teil auch auf andere Institutionen übergegangen ist. Ich denke einfach, wenn man das Amt des Bundeskanzlers ansieht, dann hat das natürlich ganz stark einen Teil dieser Tradition gebündelt. Eine Person wie Konrad Adenauer hat dem Amt des Bundeskanzlers sozusagen einen Teil dieser Traditionslinie. Die hatten wir vorher in der Weimarer Republik bei deren schwachen Reichskanzlern nicht angesiedelt. Also insofern müsste man dann sehr differenziert gucken, welche Traditionslinie wo weitergeführt worden ist. Also ich wollte auf keinen Fall so verstanden werden, dass ich gesagt hätte, es gab überhaupt keine Tradition von vor 1945, aber sie mussten natürlich sehr kreativ neu kombiniert werden, damit diese Institution sozusagen wirksam werden konnte. Und sie nützt eine Situation, in der das sonstige Umfeld noch relativ unbestimmt war. Pierre. Comme toujours, je suis presque sans voir tellement c'est limpide et c'est pour ça qu'il faut un microphone. Répète ça avec le microphone. Comme à chaque fois que j'écoute Christophe, je suis sous un charme. Mais peut-être aussi, un peu comme Otto, a trouvé que le récit est un peu linéaire. Et bizarrement, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu germano-centré. Il m'a paru que cette Cour constitutionnelle allemande avait non seulement eu sans doute un rôle considérable pour les Allemands, mais elle a eu un rôle considérable pour les Européens. Mais je trouve que tu as passé complètement sous silence cet aspect-là. Et ce qui me frappe, c'est que la fin, certes, elle est comme toutes les cours suprêmes aujourd'hui, que ce soit constitutionnelle ou non constitutionnelle, elle est concurrencée par les cours supranationales, c'est certain, mais je crois que tu aurais intérêt à réfléchir au rôle de
au rôle moteur que la cour allemande et la cour italienne sans doute aussi, mais les deux, en accord peut-être d'ailleurs, implicite, explicite, je ne sais pas, ont joué en Europe pour freiner l'activisme judiciaire de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois très sincèrement que si on a connu, ou si on connaît depuis quelque temps un frein à l'activisme judiciaire de la Cour supranationale, très largement la Cour allemande et la Cour italienne aussi, mais qui sont à l'œuvre. Je crois aussi que tu as intérêt à insister, on va insister sur le rôle vraiment fondamental de la Cour allemande, le modèle allemand pour les Espagnols. Je sais que nous en avons parlé au Japon avec Otto à propos d'une autre conférence, mais vraiment, je crois que c'est très important. Je crois et donc il y a un phénomène, si tu veux, qui n'est pas seulement paradoxal, qui est un phénomène de feedback ou de renversement de situation, en grande partie joué par la Cour allemande. Et je crois aussi que les innovations interprétatives de la Cour allemande doivent être prises en compte en tant qu'elles sont très largement influencées des autres cours. Je pense aux méthodes d'interprétation, à la construction, enfin à tout cela. Tu n'es pas rentré dans le détail, je comprends très bien, mais je crois que vraiment là, il faut insister sur ce point, enfin il me semble, voilà. Si tu me permets d'ajouter un mot qui est un peu sur le même temps, comme ça tu pourras répondre. J'étais complètement persuadé par, disons, un narrative. Mais je pense aussi qu'il faudrait ajouter quelque chose sur le dernier point. Mais moi, pas parce que je ne suis pas d'accord, mais parce que je voudrais soulever un autre aspect. Je dirais que cette perte de rôle, il y a aussi ce rôle très important. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pierre parce que je suis d'accord, tu vas répondre à ça. Je veux dire que cette perte de rôle qui existe tout de même, et il résiste, n'est-ce pas? Il résiste parce qu'il y a une menace de perte de rôle. Sinon, il ne créerait pas ce rôle. Alors, ça, c'est une tentative de tenir le pouvoir, n'est-ce pas? Mais ça me paraît aller plus loin parce que c'est toutes les institutions nationales de l'Union qui sont en perte de vitesse et en partie mises à mal. Les banques centrales, quelqu'un a dû dire tout à l'heure, n'existent plus, n'ont plus aucun pouvoir d'imprimer la monnaie. Les parlements, en partie, ont perdu leur pouvoir législatif. Même les élections nationales, pour les démocrates majoritaires, le cœur même de la démocratie, pas pour moi, mais tous ces gens-là, sont contrôlés, en un sens. En Italie, dans un mois, il y a des élections, heureusement, c'est un jugement de valeur. Les Allemands, les Français, Bruxelles nous ont dit votez comme il faut, sinon vous allez voter. Non, mais c'est tout à fait clair. Ah, mais si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est que vous ne lisez pas suffisamment les journaux. Moi, je dis attentivement, ça s'est déjà passé en Grèce. Et Dieu merci. Parce que si les Italiens votent mal, toute la baraque va sauter. Donc, je vais dire qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui va au-delà, disons, de la perte ou de la menace sur la Cour constitutionnelle allemande. Il y a un problème de souveraineté qu'il faut complètement repenser. Et donc, c'est deux côtés, tu vois. D'un côté, les plus importantes que ce que tu dis, et de l'autre côté, je pense qu'il y a un problème qui va au-delà même de ce que tu dis de faire. Oui, tout à fait. Alors, j'élargis mon propos. Pierre, je suis d'accord avec. Je vais commencer avec le premier point. Parce que le rôle, comment dirais-je, le rôle phare de la Cour constitutionnelle pour les autres Européens, il est évident, mais ce n'était pas mon sujet. Mais, bien sûr, mais j'ai mentionné un peu, par exemple, pour le cas espagnol. Donc, je crois que mais ce rôle phare, je crois que c'est aussi le fait d'une expérience similaire. Je crois que c'est souvent des pays qui sortent des systèmes de dictature qui ont les mêmes situations institutionnelles avec des juridictions liées à l'ancien régime qui doivent être transformées, mais dont le personnel est complètement dans le passé. Donc il faut créer une petite institution, une sorte de troupe de choc d'élite, c'est les cours constitutionnels qui injectent l'esprit démocratique dans ces systèmes-là. Je crois que c'est une expérience fondamentale de beaucoup de juridictions constitutionnelles spécialisées nouvellement créées. Et les Allemands, le rôle phare des Allemands s'explique un peu
du fait qu'ils ont été parmi les premiers à faire cette expérience-là et la transformer dans cette institution-là. Je crois que c'est une des fortes explications, pour ne pas parler bien sûr disons de l'inventivité de la dogmatique juridique allemande, que je ne vais pas vanter, mais qui probablement en droit constitutionnel est assez considérable, bien sûr. L'autre question est bien sûr encore plus générale, c'est la question quel est le rôle probablement des cours constitutionnels spécialisés dans le processus de l'intégration européenne. Et mon propos, c'était d'abord de dire ces institutions-là sont dans une situation particulièrement difficile. Et là, je crois qu'il convient beaucoup de distinguer entre les tribunaux suprêmes classiques et les cours constitutionnels. Parce que je crois que la situation est complètement différente. Dans les tribunaux suprêmes classiques, tu as le quotidien du droit international, du droit de l'Union, qui doit être constamment mis en pratique. Donc, avec un dialogue avec la Cour de Luxembourg, etc. Donc ces institutions-là sont beaucoup plus impliquées dans la gestion quotidienne de cet espace juridique commun que ne le sont les cours constitutionnels. Je crois que ça joue quand même, c'est une différence, différence qui menace d'une certaine manière beaucoup plus les institutions des juridictions constitutionnelles séparées, je crois. Ce sont des institutions beaucoup plus encore nationales que ne le sont les juridictions nationales ordinaires. Je crois qu'il y a une différence ça. Et je crois que donc le côté rébellion de ces institutions, il faut distinguer l'avantage et l'inconvénient de ce côté-là. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut jamais séparer ces rébellions de l'intérêt propre de ces institutions-là. Puisque précisément, tant que certaines choses sont décidées au niveau national, ces questions-là relèvent encore des cours constitutionnels nationaux. Donc, ils ont un intérêt institutionnel naturel à défendre, disons, le niveau national. Et du coup, donc, paradoxalement, les cours constitutionnels spécialisés se révèlent des institutions nationales. Au sens fort. Je crois que ça joue. Et ça fait leur rébellion délicate. Parce que tu ne peux jamais distinguer entre leur intérêt institutionnel un peu douteux et une fonction peut-être utile. Cette fonction utile, elle est possible. Je serais d'accord avec toi, dans le sens que certaines menaces de ces cours-là pourraient faire réfléchir les juridictions supranationales. La question, est-ce que c'est une sorte de situation de transition? Et j'ai l'impression que quand même les actes de résistance sont restés, si tu regardes la Cour allemande, sont restés souvent très symboliques. Et quand tu fais de la résistance symbolique trop souvent, on ne te croit plus. Donc je crois le risque pour la Cour constitutionnelle allemande, c'est qu'elle ne peut pas indéfiniment faire de la rébellion symbolique sans passer aux actes. Mais si elle passait aux actes, elle mettrait en doute beaucoup plus que juste le rôle de la Cour constitutionnelle. Donc là, il y a un problème. C'est un problème de gestion très délicat pour ces institutions. Pasquale, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est un phénomène généralisé, dans le sens que les cours constitutionnels perdent leur rôle, comme toutes les autres institutions nationales. Je crois qu'il faut distinguer. Je crois par exemple les gouvernements nationaux ne sont pas du tout dans la même situation. Les gouvernements nationaux participent dans les conseils supranationaux et donc les gouvernements sont les vrais vainqueurs de toute cette... Mais ce sont des institutions nationales. Bien sûr. Les gouvernements sont des vainqueurs. Donc et pas les parlements des banques centrales. D'une certaine manière, et même les banques centrales, c'est pas aussi mauvais pour les banques centrales que les cours constitutionnels. Parce que si on regarde la banque centrale allemande, elle est encore dans le conseil des banques centrales européennes. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Non, parce que tout le monde est là. Parce que les institutions, c'est comme pour les gouvernements. Formalisme juridique. Non, c'est pas parce que les Allemands repatrient leur or de New York. Voilà. Oui, mais juste, je crois il faut quand même voir que, comme pour les gouvernements, pour les banques centrales, la même chose, ça se passe la même chose. Il y a une sorte de perte
d'autonomie, mais il y a un gain de participation au niveau supérieur. Et je crois que ça joue pour beaucoup d'institutions et pour d'autres pas. Et donc le vrai parallèle pour les cours constitutionnels, c'est plutôt les parlements. Et donc on pourrait dire, et je crois que ce phénomène c'est déjà très visible dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, qui ne cesse de vanter le parlementarisme allemand. Mais elle ne cesse de vanter ce rôle du parlementarisme parce que ce sont les deux institutions perdantes, ce sont les deux perdants salis. Les deux perdants contre le Parlement. Contre le Parlement qui, lui, n'est plus puissant. Contre le gouvernement. Contre le gouvernement et contre le niveau supranational. Là, je crois qu'il y a une sorte d'alliance objective des institutions qui sont un peu à l'écart de ces mécanismes d'imbrication supranationale. Oui. Ich glaube, dass sich am Beispiel der Verfassungsgerichte nur zeigt, in welcher Schwierigkeit sich die europäischen nationalen Gerichtsbarkeiten befinden. Das hat damit zu tun, dass sowohl Artikel 6 NRK als auch Artikel 47 der Grundrechtecharta nicht sehr freundlich gegenüber spezialisierten Gerichten sind, gegenüber Fachgerichten. Das liegt daran, dass im Bereich des Unionsrechts die Truppen des Europäischen Gerichtshofes die Gerichte der unteren Instanzen sind. Es geht also gegen alle Höchstgerichte, das hat der Präsident Souris sogar ausdrücklich gesagt. Unsere Dienstleister sind die Untergerichte, nicht die Höchstgerichte mit ihrer meist verknöcherten Judikatur, wo eben die arrivierten Richter sitzen. Das heißt, davon geht diese Dynamik aus und sie betrifft unsere ganzen vertikalen und horizontalen gerichtlichen Strukturen. Das muss aber nicht notwendigerweise für den einzelnen Rechtssuchenden ein Nachteil sein. Nicht? Wir erinnern uns daran, wie Tocqueville die englische Gerichtsbarkeit ironisch beschreibt. Es wisse niemand genau, welches Recht angewendet werde, noch wofür eigentlich die Gerichte zuständig wären, aber nirgendwo in Europa hätte der Einzelne eine bessere Chance, gegen die Krone zu gewinnen, als in England. Aber gegenwärtig sind wir in einer Phase, in der besonders die Verfassungsgerichte unter Stress geraten und sich mit sich selbst beschäftigen. Auch das österreichische Verfassungsgericht unlängst in einer Entscheidung, in der es versucht hat, eine Rolle zu finden, sich eine Rolle zuzumessen bei der Auslegung des Unionsrechts. Das erste Mal passiert, dass diese Entscheidung auf eine fast generelle, sagen wir mal, milde Ironie der Verfassungsrechtslehre gestoßen ist. Das glaubt man dem Verfassungsgericht nicht mehr, denn man erkennt deutlich die Stressreaktion, nicht? Und der Wille in diese Richtung zu entscheiden. Also wir kommen in eine wahrscheinlich längere Phase der Selbstreferenz, der Turbulenz hinein, der interessanten Rechtswege. Wir haben nicht nur eine Verschichtung und Überwölbung von Rechtssphären, sondern auch eine Komplexität gerichtlicher Zuständigkeiten. Und an den Verfassungsgerichten, insbesondere am Deutschen, da es das einzige Höchstgericht ist, wird diese Problematik besonders deutlich. Danke. Ja, ich bin sehr dankbar für das, was Sie gesagt haben, Herr Brunner, weil ich das ganz stark unterstützen würde. Also die interessante Frage aus meiner Sicht wäre wirklich die Rolle der nationalen normalen Höchstgerichte. Ist die nicht doch etwas ambivalenter, als Sie es beschreiben? Es stimmt schon sicherlich der Erfolg des EuGH, gerade am Anfang, das hat ja Joe Weiler in seinen großen Studien in den 80er Jahren sehr schön gezeigt, wie im Grunde der EuGH sich durchsetzen kann, indem er die Untergerichte mobilisiert. Dass jedes deutsche Amtsgericht nach Luxemburg gehen kann, obwohl sein Obergericht das überhaupt nicht überzeugend findet. Das war natürlich ein Schlüssel für den Erfolg des Europäischen Gerichtshofs. Gleichzeitig habe ich doch den Eindruck, ich kann es nicht für Österreich sagen, aber ich habe den Eindruck, dass doch eine große Funktion der nationalen Höchstgerichte gerade bleibt in dieser Einpassung und Vermittlungsleistung. Also gerade weil sie diese, sagen wir mal, Funktion relativer Generalisierung haben.
sind Sie eigentlich noch am besten geeignet, zwischen Ihrer komplexen nationalen Rechtsordnung und dem europäischen Recht irgendwie provisorisch, vielleicht kakanisch oder wie auch immer, zu vermitteln. Also ich glaube nicht, dass diese Rolle irgendwo sonst geleistet werden kann. In Luxemburg kann sie nicht geleistet werden, das ist zu weit weg. Bei den Untergerichten kann sie nicht geleistet werden, weil sie zu sehr in den Sachverhalten ertrinken. Also da scheint mir doch eine geradezu natürliche Rolle für die klassischen Höchstgerichte zu sein. Also deswegen glaube ich, bin ich sozusagen pessimistischer für die selbstständigen Verfassungsgerichte in der Tat. Ich bin nicht so pessimistisch für die traditionellen Höchstgerichte. Also in diesem sozusagen sehr komplexen Rechtsraum, dass die nicht eine sehr nützliche Rolle der Vereinheitlichung, gerade im Hinblick auf diese verschiedenen Rechtsschichten, spielen könnten. Das würde ich jetzt mal spontan nicht ausschließen. Also habe ich das Gefühl, dass da eher eigentlich Raum für eine Neupositionierung, die Institution nicht wirklich grundlegend beschädigt, bleibt. Ja, bei den selbstständigen Verfassungsgerichten ist das Problem, das ist ja, die österreichische Entscheidung ist ja deswegen so interessant, weil sie einem geradezu sozusagen ad oculos vor Augen führt, es kann nur um das institutionelle Selbstinteresse gehen. Also die Entscheidung ist, vielleicht sagt für das französische Publikum, eine Entscheidung, die im Grunde dem Verfassungsgerichtshof jetzt die Möglichkeit gibt, die europäischen Grundrechte sozusagen auch aus österreichischer Sicht zu deuten, was man vorher eben nicht gesehen hat und was natürlich eigentlich auch nicht der Logik der selbstständigen Verfassungsgerichtsbarkeit entspricht, deren Referenzsystem eben die nationale Verfassung ist und eben nicht das als solches jedenfalls das supranationale Recht. Aber wir sehen ja ähnliche Entwicklungen zum Teil auch beim Bundesverfassungsgericht. Ich denke etwa, wenn man an so eine Entscheidung wie Görbelü denkt, wo das Bundesverfassungsgericht oder eben zur Sicherungsverwahrung, das sind Entscheidungen, wo das Gericht im Grunde ja schon längst sagt, wir interpretieren nach Möglichkeit die deutschen Grundrechte im Licht der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das hat nicht nur einen Effekt der Öffnung zur Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern es hat ganz klar auch den Sinn, die Interpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention auch vom Bundesverfassungsgericht machen zu lassen. Also das scheint mir die Logik ganz ähnlich zu sein wie in der Charterentscheidung in Österreich. Also diese Institutionen kämpfen sozusagen, aber sie kämpfen auf einem schwierigen Posten. Est-ce que tu dis se produit aussi dans la Cour constitutionnelle italienne? Absolument. Bon, je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps. D'ailleurs, heureusement, monsieur Möllers non, mais je veux dire, sinon on aurait dû rester ici jusqu'à 8h30. Mais non, tout ça, ça montre l'intérêt de ce débat, l'intérêt des exposés qu'on a écoutés. Et je pense qu'on peut peut-être laisser nos hôtes aller s'opposer un petit peu, si vous en êtes d'accord. Et donc, vous remercier le public, les orateurs et l'institution, évidemment, l'institution également, et nos traductrices, traducteurs, je ne vois pas ce qui se passe là-haut, c'est des traductrices souvent. Et voilà, on peut considérer la séance close. Merci.